tous et bienvenue sur Europe 1. Nous allons passer 2 heures ensemble, libre antenne jusqu'à 1h. 39 21, notre numéro d'appel. Et je vous attends pour me raconter le soleil et tout ce qui illumine vos journées en ce bel été 2010. Ou peut-être au contraire ce qui le ternit. N'hésitez pas à appeler. On parle de tout, sans chichi, des égratignures que la vie nous inflige, des questions qu'on se pose tous un jour ou l'autre. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je le rappelle? Comment je fais avec mes parents? Voilà, tout ça. Parlez-moi de vos rêves, de vos attentes, de vos déceptions, parce que ça arrive aussi, et à tout le monde, je précise. Je suis à votre écoute, moi et tous mes petits compagnons de la nuit, assis bas, Quentin au standard, fidèle au poste et toujours aussi adorable, et puis Fifi qui orchestre magistralement à la réalisation de cette émission. 39 21 pour me rejoindre directement, 7 21 21 pour nous adresser vos SMS en commençant bien sûr par le mot nuit, et puis Europe 1 pour nous adresser vos mails. Tren, Hey Soul Sister. Et nous allons commencer cette émission avec Clarisse. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Alors, je crois que vous nous appelez parce que vous avez eu, comme d'autres auditeurs, auditrices qui nous ont appelés hier soir, des crises d'angoisse. Oui, j'ai eu des crises d'angoisse et là, j'ai voulu témoigner puisque après pas mal d'années de galère, j'ai réussi à m'en débarrasser. Qu'est-ce que vous appelez pas mal d'années de galère? C'est-à-dire combien de temps? Pas mal d'années de galère, c'est-à-dire que j'ai déjà plus de 60 ans, ça fait plus de 30 ans que j'avais des crises de panique, d'angoisse, où j'étais enfermée, je n'osais plus sortir de chez moi, c'était invivable, je me renfermais sur moi-même. J'étais arrivée à un point où je dormais tout habillée, parce que quand mes crises de panique me prenaient la nuit, c'est surtout la nuit, c'est très angoissant, l'angoisse se ressort, et pour pouvoir sortir, parce que moi, contrairement à l'auditrice d'hier soir, je n'osais pas appeler les secours. Bien Donc, sûr. C'était pour qu'on puisse me trouver dehors au cas où. D'accord, effectivement, c'était assez invalidant. C'était très invalidant. Et puis, j'ai fait des démarches. J'ai rencontré un médecin, un psy comportementaliste. Oui. Qui m'a aidé à me décontracter, à me relaxer et sous relaxation à appréhender les situations. Oui. Ça m'a aidé un tout petit peu, mais ça n'a pas passé. Puis plus les années passaient, plus ça s'installait, ces angoisses, j'en suis. Et puis j'ai eu la chance d'écouter Europe 1. Ah. En 1997, il y avait Marc Menant qui avait une émission l'après-midi, La Belle Vie. C'était sur les médecines différentes. Oui. Et là, il a parlé de différents livres, de différents auteurs, tout ça. Et là, j'ai commencé à chercher autre chose. J'ai cherché dans toutes les directions. J'ai essayé un peu de tout. Oui. Et puis je suis tombée. Beaucoup de théories, beaucoup de choses. On essaye tous ces trucs parallèles parce que les anxiolytiques font plus assez d'effet. Enfin, on cherche. Et puis là, donc depuis 97, j'ai lu différents trucs. J'étais toujours dans mes angoisses. Impossible d'aller au cinéma, impossible d'aller à un spectacle, Et puis, en septembre l'an dernier, il y a eu une conférence. Alors, c'était le thème de la puissance de l'acceptation. J'y suis allée, de très tôt. Je me suis assise tout près de la porte, prête à sortir. Et j'étais conquise. Et à partir de là, je suis allée à l'atelier. C'était sur un week-end. Et je suis ressortie à la fin de la première journée. Je n'avais plus peur. C'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire et je voudrais pas faire croire aux gens que ce genre de recherche, de développement personnel, parce que c'était un peu ça que je cherchais un peu, c'est un peu tout ce qu'on propose comme ça, c'est difficile, parce que moi je peux vous dire, les livres que j'ai, là c'est du aimer skier, là c'est stimuler votre guérisseur intérieur, déchiffrer votre moi, lâcher prise, vous voyez tous, je cherche un peu partout, j'ai été voir des kinésiologues, j'ai essayé du feng shui, je me suis tournée vers la religion, enfin la spiritualité, ça n'a pas marché non plus, vers les magnétiseurs,
Vous voyez, je suis allée dans toutes les directions. Et là, mais je pense quand même que tout ce cheminement que j'ai fait a trouvé l'écho dans cette conférence. Oui, tout à fait. Je pense. Parce que il faudrait pas que les auditeurs croient que il suffit d'aller à une conférence et puis pof, tac, c'est non, ça n'est pas, miraculeux. n'est pas miraculeux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est tout ce que vous aviez engrangé pendant toutes ces années, emmagasiné, et puis sans doute à votre insu peut-être le travail que vous avez fait sur vous-même, parce que malgré tout, ça a commencé. Vous êtes allé voir un médecin, vous avez essayé de les méthodes de relaxation, oui, voilà. J'ai cherché. Et puis je vous ai pas dit pendant toutes ces démarches que j'allais voir. Je suis même allée voir. Alors, à ne pas faire, aller voir une voyante. Oui. Bon, c'est un point de vue personnel. Tout à fait, mais on est prêt à tout quand... J'étais quand même suivie par j'avais repris contact avec un médecin psy parce que j'avais déménagé entre-temps, mais toutes mes démarches quand même, genre, entre guillemets, j'en rendais compte à mon médecin et on en discutait. Oui. Oui, donc j'avais un support très solide derrière. Oui, c'est-à-dire que vous n'étiez pas tout à fait seule. Ah non, je n'étais pas seule. Je ne devais surtout pas être seule. Parce que il y a beaucoup de charlatans dans tous ces différentes médecines dites parallèles. Et puis on est tellement prêt à faire cesser ces crises qu'on pourrait tout entendre et tout croire. On est tellement mal que on ne peut pas... Et puis on est prêt à tout. On est prêt à tout. Oui. Et je voulais mettre en garde quand même les auditeurs, dire, bon, ben d'abord, on s'en sort. Oui. Parce que je ne pouvais pas prendre une 4 voies, par exemple. J'étais enfermée, c'était un magasin, c'était impossible. C'était une grande surface, c'était impossible. Oui. Alors, écoutez, moi, ce que j'aimerais, si vous voulez bien, Clarisse, c'est que vous nous racontiez, parce qu'on est impressionné par ce qui nous frappe, en substance, ce qui vous a marqué dans cette conférence. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez inscrite à ce week-end ? Eh ben, je ne sais pas. Ah, d'accord. Je ne sais pas. J'ai eu envie comme ça, parce que comme je vous dis, moi, c'est impossible pour moi d'aller. Je ne pouvais pas aller au cinéma, je ne peux pas aller dans un musée, je ne peux pas aller à une exposition. On m'invitait à aller à un spectacle. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour aller à un spectacle, par exemple, un chanteur ou quelque chose. C'est toujours regarder la sortie, par où on ressort, c'est loin, si je tourne de l'œil, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il y a les secours. Donc j'ai profité absolument pas du spectacle. Non, c'était des vraies crises de claustrophobie. Ah oui, agoraphobie, claustrophobie, enfin tout. Et puis là, la personne a parlé et j'ai pas vu leur passer et ça me parlait, ça a résonné dans moi. Oui, tout à fait. Il y avait un écho. Un écho. Mais c'est aussi, je pense, tout le travail que j'avais fait la quinzaine d'années précédentes. Hein. Bien sûr. Mais pour que ces paroles trouvent un écho, c'est que d'un seul coup, vous savez, ne serait-ce que le titre de la conférence est important, la puissance de l'acceptation. C'est-à-dire que d'un seul coup, votre état, le reconnaître, l'accepter en disant, voilà, je suis sujette à des crises d'angoisse. L'angoisse fait partie de moi. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est moi qui l'ai créé. Oui, c'est-à-dire que, exactement, c'est vous qui l'avez créée, c'est donc vous qui pouvez, si je puis dire, en quelque sorte, la décréer. Oui, je la défais. Parce que, si vous voulez, ça a disparu. Bon, j'étais très sceptique quand même quand j'ai dit c'est pas possible, quoi. Je suis sous le coup de la nouveauté, tout s'ensuit, ça. Et puis, non seulement, les mois passent, je suis de mieux en mieux, et 2 effets secondaires assez curieux, c'est que mes ongles se sont mis à pousser. Tiens. Ils sont durs. Avant, ils s'effritaient. Quelqu'un qui est angoissé, qui est toujours en train de se gratter, mordiller les ongles. Et j'ai maigri. Ah. Mais ça s'explique assez facilement. Tout à fait. Comme, par exemple, je prenais la voiture. Dans la voiture, je prenais à manger, je prenais des bonbons, tout ça ensuite. Au cas où je sois bloquée. Enfin, il y avait toute une mise en scène, toute une préparation avant de ça. Et ce qui fait que maintenant, j'ai plus besoin, je n'éprouve plus le besoin de manger. Par exemple, avant, j'attaque une tablette de chocolat, je la mangeais tout de suite.
Alors, bon, bien mais sûr. Non, c'est une semaine, quoi, la tablette de chocolat, je déguste, j'apprécie. Ouais, c'est totalement différent. Oui, Mais oui. là, vous n'avez, comme vous dites très justement, c'est que cette angoisse, effectivement, elle était en vous, donc c'était vous qui la fabriquiez, qui la créez. Et est-ce que vous connaissez la différence entre la peur et l'angoisse, Clarisse? Non, pas franchement, parce que l'angoisse, moi, elle m'empêche de vivre. Bah oui, justement, c'est là où je veux en ça. venir. C'est-à-dire que la peur, par exemple, la peur a un objet. Il y a une raison à la peur. Imaginez, vous vous promenez dans la savane, par exemple, d'un seul coup vous croisez un gros lion affamé. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. En plus, un gros lion, ça n'est jamais seul, ça a une famille généralement. Donc, d'un seul coup, vous allez avoir les battements de cœur qui vont s'accélérer, le souffle court, tout votre corps est en état d'alerte, qui vous signale ce danger. Là, vous avez peur. Mais il y a une raison objective à la peur. On est bien d'accord. Voilà. Non, il y a une raison objective, c'est-à-dire que en face de vous, il y a tout de même ce gros lion tout près, voilà, qui voit. Elle est concrète. Qui voit là son déjeuner. Bon, imaginez maintenant que vous vous promeniez dans les rues de votre ville et que vous ayez peur du gros lion, de le voir apparaître. Vous savez comme moi que il n'y a pas de lion dans les rues. Mais voilà, donc il s'agit en fait d'une peur sans objet. Oui, et irrationnelle totalement. Vos lions sont en carton-pâte, c'est-à-dire que c'est vous qui les fabriquez. Ils font bien peur quand même. Hein. Ouais. Et c'est que on ne sait pas comment s'en défaire. On a beau se dire, on trouve des belles phrases dans les livres, tu s'en suis, mais d'une façon concrète, on ne sait pas le faire. Ne pas oublier que ces lions-là sont en carton-pâte et qu'ils n'ont pas d'objet. Voilà. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'objet. Je crois que c'est quelque chose de très essentiel à se rappeler, c'est-à-dire de quoi ai-je peur? C'est la question à se poser. Quelle est la cause? Il n'y en a pas. Oui, alors ce que je me dis, alors moi, comme je vis seule, de toute façon, je peux me parler toute seule à haute voix, parce que elle a tendance à vouloir revenir. Elle est quand même, mais ça disparaît maintenant. Mais parce qu'on a des habitudes, des comportements. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est des années que je vivais avec. Elle vivait avec moi plutôt. Et puis voilà. Et donc je lui parlais, puis je lui disais, écoute, t'es là mon angoisse, je lui parlais, je lui dis, c'est moi qui t'ai créé à un moment donné, et maintenant je suis assez grande pour vivre sans toi. Tout à fait. Tout à fait. Dit, mettre à distance. Alors, maintenant, nos chemins sont séparés. Voilà. Alors, j'ai un SMS de la part de Mathilde qui dit « Merci de votre témoignage très sympathique. Où peut-on trouver les conférences dont vous parlez ?» Comment ? Où peut-on trouver les conférences dont vous parlez, demande Mathilde. Là, je sais pas si on peut faire parler de... moi, je suis en Bretagne. Hein. C'est une personne qui tourne dans le monde entier. Il y a différentes sortes de conférences de ce genre, mais là, ce sont des ateliers. Je peux donner le nom de l'auteur ? Oui, tout à fait, allez-y. Non, c'est Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, d'accord. Donc on le marque dans un petit coin de nos tablettes et puis c'est à l'attention de Mathilde. Vous avez Cathy Biron aussi, Byron, je sais pas comment on prononce. Vous avez. D'accord, deux suffiront, c'est bien. Vous avez, d'accord, oui, parce que vous avez différents auteurs. Mais disons que ces deux personnes-là il y a des exercices à faire. On prend un crayon, un papier, puis on écrit ce qu'on ressent. Oui. Et puis, finalement, quand on arrive au bas de sa page, on dit, oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, oui. Ça paraît un peu tout bête comme ça. Alors, un mail à votre attention, Clarisse, de la part de Valérie, qui dit « Par votre témoignage, on se rend compte qu'il faut se prendre en main et se sentir motivé pour pouvoir s'en sortir. Les crises d'angoisse sont très difficiles à supporter et à exprimer. Oui. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, respect et chapeau bas. » Voilà, ça c'est de la part de Valérie. Et si vous le voulez bien, je prends Daniel, qui est là, en réaction. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Oui. Alors, vous avez, vous aussi, eu des crises d'angoisse depuis et je continue à avoir encore plusieurs années. Oui. Alors, j'ai eu beaucoup... je vous explique un peu mon parcours. J'ai été professeur.
J'ai suivi mon mari dans la région parisienne. Quand on est prof, on est très bien réglé, etc. Bon. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre un petit peu à Paris et je suis devenue chef d'établissement. Oui. Et donc, en tant que chef d'établissement, ce n'est plus du tout pareil. Vous réagissez dans l'urgence, surtout que j'étais dans le 93. Ah oui. Donc ça a été un peu difficile, un petit peu. Et donc ça m'a complètement un petit peu, on va dire, Déstabilisé. Mais alors j'ai mis un certain temps à comprendre, si vous voulez, je suis arrivée à des choses complètement idiotes, hein, on va dire, hein, dans le sens où, par exemple, on est en vacances, on est en Guadeloupe, j'avais flashé pour aller faire une virée sur un catamaran pour aller à dans une île, oui. Et puis d'un seul coup, le matin, je pouvais plus, j'étais malade, etc. Oui, mais enfin, en attendant, déjà, vous étiez à la Guadeloupe, donc il avait bien fallu prendre l'avion. Oui. Tout ça, vous l'aviez fait. Rien. Là, j'avais rien. Là, vous n'avez rien. Mais si vous voulez, je me suis rendu compte, mais il a fallu que je mette un temps fou avant de comprendre que dès que quelque part, je faisais quelque chose qui dépassait, enfin, non pas qui dépassait, mais en fin de compte, qui n'était pas programmé. Voilà. Oui, c'est vrai. Et qui n'était pas programmé, qui me rendait malade. Voilà. Mais j'ai mis, donc j'ai été soignée au départ par mon médecin traitant qui a essayé de me donner à base de plantes petit à petit, et petit à petit on est venu à des remèdes beaucoup plus lourds, voilà. Donc ça a continué petit à petit parce que bon, c'est vrai que dans le 93, on vit quand même dans l'urgence, quelquefois. Oui, dans l'urgence. Et quand vous arrivez, moi maintenant j'habite dans le 77, quand vous arrivez, vous videz un petit peu toutes vos choses et tout. Bon. Et donc, mais petit à petit, mes crises d'angoisse se sont aggravées parce que mon mari s'est suicidé l'an dernier. Ah oui, bien sûr, mais là vous avez vécu quelque chose, une épreuve très difficile. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, j'essaye de vivre avec mes crises d'angoisse, on va dire, ça commence à aller mieux parce que je suis suivie par une psychologue. Hein. Bien sûr. Et donc, et puis là, il y a 2 jours, voilà, mon fils m'a dit, maman, je veux divorcer. Alors, vous recommencez un petit peu. Alors aujourd'hui, j'étais malade de 4h du matin jusqu'à... Oui, mais en même temps, vous êtes émotive. Voilà, vous avez une sensibilité. Je suis quelqu'un qui... Vous prenez tout. Ma chef de service, parce que j'étais donc après mise, si vous voulez, en disponibilité, puis j'étais au rectorat complètement un petit peu... hors du circuit chef d'établissement, mais je suis une éponge. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je prends tout et je récupère tout. Bien Est-ce sûr. que je peux dire quelque chose? Bien sûr, au contraire, Clarisse. Oui, moi j'ai vécu un deuil, j'étais veuve très jeune. J'étais avec des petits-enfants. Mais depuis que je suis allée à cette conférence sur l'acceptation, j'ai un enfant qui se drogue, qui est dans la drogue, bientôt 40 ans, mais dans la drogue. Mes enfants, je les ai arrachés de justesse à la mise à la DAS, et mes petits-enfants. J'ai vécu des trucs. Mais depuis que je suis allée, que j'ai cette conférence sur la puissance de l'acceptation, c'est si mon enfant se drogue, c'est le problème de mon enfant, ce n'est pas le mien. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs à ce sujet? Pour l'intervenante, je ne me rappelle plus son prénom, excusez-moi. Daniel. Daniel, je suis sûre qu'elle culpabilise parce que son mari l'a quitté. Non, c'est suicidé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Tout s'ensuit. Mais
Non, j'ai rien vu, c'est vrai, j'ai rien vu. Non, mais vous n'en êtes pas responsable, surtout. À lui, c'est sa vie à lui, c'est son choix à lui, et on n'a pas culpabilisé. Dans notre vie de tous les jours, on culpabilise pour tout. Oh, je suis trop grosse. Oh, tiens, j'ai ceci. Oh, je vais manger un petit carré de chocolat. Je ne devrais pas. On est tout le temps, en fait, des petites culpabilités, et puis on se pourrit la vie. Clarisse, moi, je vais vous prendre avec moi pour faire l'émission. Vous êtes formidable. Puis, là, je vais vous donner, là c'est écrit, c'est une définition de l'acceptation. C'est le fait de donner le droit aux événements et aux personnes d'être ce qu'elles sont. Oui. De vivre toutes sortes d'expériences sans vouloir les changer ou changer de la situation. Même si on n'est pas d'accord. Surtout Même si on n'est si pas d'accord. On n'est pas d'accord. Dire oui à ce qui arrive, que ce soit positif ou négatif. Et ben ma fille, parce que c'est d'une fille, depuis que je l'ai acceptée, avec son problème de drogue, elle s'est faite soigner et elle a quitté la drogue et elle a trouvé du travail. Bien sûr, vous savez pourquoi ? Parce en que 6 mois. En 6 mois. Je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que il y a des personnes comme ça qui n'existent que par leur maladie. Et leur maladie est ce qu'ils exposent aux yeux de leurs proches. Si les proches acceptent de, enfin, leur lâcher la main et leur faire comprendre que désormais ils ne feront plus, eux, partie de cette maladie, eh bien c'est un moyen pour l'autre de s'en sortir. Eh oui, et là c'était, mais dans mon entourage, ma vie est en train de changer, ma vitesse grand V, mais dans un sens, j'ai eu un accident de voiture. Alors, si vous voulez bien, je vous interromps quelques instants, Clarisse, parce que il y a aussi les auditeurs sont très très nombreux à appeler, à réagir à votre témoignage. Donc, je voudrais aussi prendre Caroline. Bonsoir, Caroline. Oui, bonsoir. Alors voilà, Daniel était en train de nous raconter donc à la fois son histoire. Clarisse nous a témoigné du fait que grâce à la suite d'une conférence et puis d'un long travail préalable aussi, elle a enfin pu surmonter ces crises. Et vous alors, où en êtes-vous ? Je crois que vous êtes un peu dans la même situation. Oui, je me retrouve beaucoup dans Clarisse. C'est vrai que je l'ai écouté, puis c'est marrant parce que c'est un sujet auquel je pensais encore ce soir, où je me disais qu'il fallait que j'accepte mes crises d'angoisse à l'heure actuelle. Donc moi, à comparer de Clarisse, j'ai eu des crises de spasmophilie pendant 4-5 ans. Oui. Je m'en suis sortie, j'ai fait une grande recherche sur moi, et je me retrouve dans un petit peu, parce que j'ai encore des crises d'angoisse sur la route. Oui. C'est-à-dire que je prends la route et c'est le moment, j'ai un mal-être, donc où je fais demi-tour. Et là, je me dis, maintenant, il faut que j'accepte ces situations-là, quoi. Mais vous prenez la route. Ah oui, c'est sur la route, oui. La route, se sentir bloqué sur la route, c'est une chose... J'ai écouté Clarisse tout à l'heure, je me retrouve... c'est une chose qui est restée encore un petit peu, quand même. Oui. Et puis, le plus dur pour moi, c'est de partir à l'étranger. De traverser une frontière est très angoissant pour moi. Donc, j'ai fait une psychothérapie dessus. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Mais je pense qu'il faut que j'accepte mes crises d'angoisse maintenant. Oui, c'est ce que disait. J'entends ces mots et c'est vraiment ça. C'est ce que je pense qu'il faut accepter. Mais les accepter, oui, c'est-à-dire accepter que l'angoisse, elle fait partie intégrante de vous dans la mesure où c'est vous surtout qui l'avez fomentée, qui l'avez fabriquée. Ne pas oublier que c'est vous qui fabriquez. Quand vous dites par exemple, je prends la route en même temps, vous savez que c'est une métaphore. Vous n'ignorez pas si vous faites, si vous êtes suivi par un psychothérapeute, de même que traverser une frontière, il suffit de vous écouter parler, est une autre sorte de métaphore. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc ne serait-ce par exemple que de réfléchir sur ces 2 termes, enfin ces 2 phrases que vous venez d'employer, ça peut déjà vous amener à comprendre que c'est vous-même qui êtes l'auteur de cette angoisse. Et c'est ce que disait Clarisse tout à l'heure. Oui, c'est ça, mais quand je suis... C'est pour ça que, je sais que dans pas longtemps, dans une dizaine de jours, il faut que je reparte. Et à chaque fois, j'essaye de me canaliser avant, je veux dire, de me stimuler en disant, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et c'est vrai que, il y a toujours une fraction de seconde où, je veux dire, le cerveau se met en route et puis là, on se dit, il faut que je me calme, je me sens un peu isolée, je panique un petit peu. Et là, je me reprends. C'est vrai qu'il faut vraiment se reprendre. En tout cas, vous arrivez à vous reprendre, ce qui est bien. J'arrive à me reprendre, oui. Parce ce qui est très important. Je suis souvent seule sur la route et cette solitude sur la route est très difficile pour moi. J'ai très peur de partir en panique ou de... C'est ce je pense, quand on a une angoisse, c'est ce qu'on a peur. C'est
c'est de... Ouais. Vous vous sentez seule dans la vie, Caroline? Je suis seule avec mes enfants. Oui, bien sûr. Je comprends. Alors c'est bizarre parce que moi je suis seule aussi parce que je suis veuve. Oui. Et puis je n'ai pas refait ma vie et je souffrais énormément de solitude. Mais maintenant, je ne vois plus le temps passer. Je ne suis plus seule. Oui. Je n'ai plus de sentiment de solitude. La solitude, oui, ça fait 6 ans. Je n'ai plus ça. Je suis bien. C'est incroyable, mais je suis bien. C'est formidable, Clarisse. Bravo en tout cas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup, nos peurs sont dues à des croyances. On a plein de croyances. La vie de tous les jours est faite de croyances transmises par nos parents, transmises par la télévision, transmises par telle chose. Et puis plein de choses qu'on n'a pas vérifiées. Et puis alors. Voilà. Et surtout qu'on s'est imaginé. Et puis qu'on donne crédit à ce qu'on entend sans avoir pu vérifier. On ne peut pas tout vérifier, bien entendu. Mais il y a plein de choses qu'on enregistre sans même s'en rendre compte. Oui. Et moi, je me dis, quand mes angoisses arrivaient, maintenant j'ai pu, alors je ne peux plus le faire, c'est très bien. Je lui dis, c'est moi qui t'ai créé. À un moment donné de ma vie, tu es venu là pour me protéger. J'en ai eu besoin je t'ai créé, j'en avais besoin. Mais maintenant, je suis grande, j'ai évolué, je n'ai plus besoin de toi. Merci, tu te ranges maintenant. Parce que l'angoisse est un signal d'alerte. Mais je lui parlais comme ça. Mais chacun a son mode de fonctionnement. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, ouais. Voilà, et le vôtre vous a réussi. Moi mais ça n'a pas été fait du jour au lendemain non plus, hein. Comme vous avez dit. Et puis pour enlever le stress, parce que j'en suis. Et puis c'est la façon dont on réagit aux événements. C'est ce que je disais. J'ai eu un accident de voiture. J'avais la possibilité de 2 choses. J'étais pas en tort du tout. La personne, peu importe, c'était pas grave. J'avais le choix de sortir de ma voiture et de brailler, de dire moi c'est inadmissible ma voiture, je suis bloquée. Voilà, oui. Je suis allée vers la personne et je lui ai dit voilà, ça peut arriver à tout le monde. Oui. On a fait en 2 minutes, on a fait notre constat, on était calme, ça s'est bien passé, rien. Bravo. Et c'est la façon dont, quand il arrive un événement, qu'il soit positif, c'est bien, on saute de joie, tu s'en suis. Mais s'il est négatif, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qui nous contrarie, c'est ça qu'il faut l'accepter, même si ça ne nous plaît pas. Ça nous évite de fabriquer de mauvaises ondes. Et puis, c'est des mauvaises ondes, je sais pas tout ça, mais et puis je ne vis plus dans le passé non plus. Je ne revis pas. J'ai perdu maman récemment, tout s'ensuit. J'ai plein de problèmes aussi. Et puis le fait d'avoir été des années dans l'angoisse, on a des problèmes de santé. Puis quand on arrive à un certain âge, il y a des santé et puis des règlements qui se font. Et tout ça, je dis oui, c'est bien, c'est là. Je fais avec. J'ai un problème cardiaque, je prends mes dispositions en fonction d'eux. Et puis si ça devait s'aggraver, mon entourage, mes enfants savent ce qu'il y a à faire. Bien sûr, mais c'est ça Clarisse, la force finalement, c'est de savoir qu'on a des faiblesses et faire avec. Et puis surtout ne pas se juger. Oui, se pardonner, je crois. Ah oui, se pardonner. Ne pas se juger. Puis alors, avant de vouloir changer les gens autour de soi, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. On peut pas. Il faut changer. C'est nous. Alors pour moi, je vois que je m'aime maintenant. Bravo. Écoutez, ça sera peut-être le mot de la fin parce que c'est le meilleur. Et en tout cas, vous nous laissez sur une impression formidable. Merci. Je vous jure que c'est. Je n'ai pas juré, non, c'est ça. Mais et puis alors, plus aucun jugement quand je suis. Et je suis maintenant dans les magasins, je vais à ce fil d'attente dans la caisse. Et comme d'habitude, on a dit oui, c'est la caisse à côté que j'aurais dû prendre parce qu'elle va plus vite. Voilà. Je suis dans celle-là, c'est très bien. Je suis comme ça, j'ai du temps, je vois ce qui est autour de moi. Et puis je dis tiens, cette personne elle est habillée comme ça, c'est joli, ça m'irait peut-être bien. Mais vous voyez finalement. Oui, t'as vu comment elle est habillée celle-ci au lieu de critiquer, je prends ce qui est positif. Mais ça c'est une forme d'esprit quelquefois longue à acquérir. C'est long à acquérir. Mais bravo en tout cas parce que c'est vrai que vous pourriez être en train de grogner dans la file d'à côté, en train de vous dire si j'avais su, j'ai perdu du temps. Je me suis dit finalement j'en tire
une substance, quelque chose. Ça me permet de découvrir autre chose. Je comprends que vous soyez bien parce que tout est bon à prendre si on sait le regarder. Bravo en tout cas, Clarisse. Alors, je vous remercie. Oui. Transmettre, dire aux gens, aux auditeurs, aux auditrices, il y a de l'espoir, on peut s'en sortir. Mais oui, elle est vraiment là. Je souhaite à tout le monde de trouver le petit truc et le chemin qui va les amener à ça. Et puis, on ne change pas les autres, il n'y a que soi. Donc, on commence par s'aimer et se pardonner. Bravo en tout cas et merci de votre témoignage. Clarisse, au revoir, je vous remercie. Daniel, merci à vous aussi. J'espère que les conseils de Clarisse, enfin, en tout cas, sa vision des choses vous a apporté un éclairage. En tout cas, vous voyez, elle est un bel exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Ah mais oui, mais de toute façon, je pense que on peut s'en sortir. Mais vous allez surtout vous en sortir, voilà. Oui, je pense que j'arriverai à m'en sortir, malgré tout ce qui m'arrive sur le coin du nez, mais... Mais oui, mais il arrive à tout le monde sur le coin du nez, oui, vous savez. Oui, mais bon... Mais je comprends aussi, hein. On peut pas tout le temps penser aux autres. Quand ça vous arrive à vous, on est en train de se dire... Non, mais... Et c'est vrai aussi que vous avez vécu... Ce qu'on me reproche un tout petit peu, c'est de me renfermer sur moi, parce que... Non, mais attention, vous avez vécu quelque chose de particulièrement difficile, c'est très éprouvant. C'est un vrai bouleversement, c'est extrêmement douloureux. Ils sont gentils, les autres, qui vous disent, on peut pas non plus d'un seul coup s'ouvrir comme ça. Non, mais bon, ma psychologue me dit que je suis... elle me trouve quand même... elle trouve plein de choses positives. Donc, heureusement, c'est quelqu'un qui est positive dans ma vie. C'est vrai que là, il y a 2 jours, quand votre fils, qui a 40 ans, vous dit, moi je divorce. Ouais, ça fait... Bon, vous en prenez encore plein. Bon. Mais c'est son histoire à lui. Je sais, c'est son histoire à lui. D'ailleurs, j'ai pas pris parti. J'ai téléphoné à sa femme. Il y a 2 petites filles. Je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Non, surtout pas. Parce que sûrement pas. Voilà. Je ne sais pas parce que moi, j'ai vécu ça. J'ai eu un premier divorce, donc si vous voulez, je ne prends absolument pas parti. Et puis on ne sait jamais, vous savez de quoi la vie est faite. Dans 6 mois, ils pourraient de nouveau être ensemble. On a tout vu. Ouais. Bon, je vous remercie en tout cas, Daniel, de nous avoir appelés. Et puis j'espère que vous aussi, vous allez trouver le courage d'avoir... Je suis bien entourée. Bon, c'est déjà très important. Merci en tout cas de votre appel et de votre confiance. Caroline. Oui. Merci. Je crois aussi que vous avez le moyen de juguler ces crises, donc vous êtes déjà sur la très bonne voie. Oui, j'espère, mais bon, c'est vrai que maintenant, il faut que je sois dans l'acceptation, comme j'ai entendu tout à l'heure, et je pense que je suis sur ce chemin-là, quoi. Oui, mais c'est pas seulement l'acceptation, c'est aussi se dire qu'on peut lâcher. Voilà, c'est ce qu'a fait. C'est finalement le mot de la fin, c'est lâcher, c'est-à-dire ne pas vouloir à tout prix avoir une prise sur les événements, sur les gens. Et c'est vrai que quand on lâche, eh bien, ma foi, ça permet aussi de lâcher l'angoisse. Oui. De la mettre à distance. Oui, c'est vrai. Bon courage en tout cas et merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Chant d'honneur, Françoise Hardy. Alors, je vous rappelle notre numéro 3921 pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne. Vous avez vu, nous avons eu là tout de suite plusieurs auditrices qui ont bavardé, débattu ensemble d'un problème, d'une situation qui est finalement assez fréquente, assez répertoriée, les crises d'angoisse. Ça vous prend un beau jour et puis ça ne vous quitte plus, comme dirait la chanson. 3921 donc pour nous rejoindre, si vous avez d'ailleurs d'autres témoignages à apporter sur le sujet ou sur tout autre sujet bien sûr, vous savez que je suis à votre écoute. Et puis je vous rappelle que pour adresser vos courriels à Europe 1, vous faites europe1.fr, puis émission, contactez-nous et libre antenne quand vous arrivez à envoyer un message à l'émission. Donc, vous sélectionnez libre antenne. Voilà. Tout de suite, Pascal, en réaction également à ce qui vient d'être dit. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça y est, vous êtes à l'antenne. Oui. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Oui. Je voulais témoigner suite au témoignage de la dame. Oui. Témoignage qu'on vient d'entendre. Parce que en fait, je me suis un peu reconnu dans ce témoignage parce qu'à un moment donné, j'ai eu des crises d'angoisse.
donc je restais chez moi. J'avais envie d'aller nulle part, quand j'étais invité dans les repas de famille, j'y allais pas. J'avais pas envie. Je passais mon temps à dormir. J'étais enfermé dans le noir. Enfin, toutes des choses comme ça. Je devenais tout transpirant. J'étais tout blanc. J'étais au bord du malaise, enfin voilà. Et à chaque fois qu'on m'invitait quelque part, je déclinais l'invitation. Oui, vous étiez dans une attitude où finalement vous évitiez tout ce qui pouvait vous causer une angoisse. Voilà, et puis je savais pas. J'avais plus d'envie, quoi. J'avais plus d'envie. J'étais toujours enfermé chez moi. Je sortais plus, je retrouvais plus les copains. Enfin rien. Et en fait, en plus, ça me posait des problèmes physiques, parce que de par le fait que j'ai plus envie de sortir, c'était une chose, mais ça me posait des problèmes physiques de par le fait que je me faisais dessus. Oh là. Ah oui. Voilà, donc, je me faisais dessus. Ouais, c'était alors quand arrivé à un vrai niveau. Pardon ? Oui, c'était vraiment très invalidant, j'imagine. Oui, voilà. Alors déjà que je suis handicapé, donc de naissance, et je me faisais dessus. Alors soit je me faisais pipi dessus, soit je lâchais mes selles, et donc là c'était l'horreur, quoi. J'étais chez moi, j'étais toujours obligé de me changer. J'allais pas chez les amis ou dans la famille parce que j'avais peur que ça m'arrive à ce moment-là. Bien sûr. Je savais pas comment j'allais réagir. Non, bien sûr, c'est ce qui vous obligeait et je comprends tout à fait. Vous préfériez rester chez vous plutôt que de vous retrouver dans cette situation. Alors, comment est-ce que vous avez fait, Pascal ? Est-ce que vous êtes toujours sujet à ces crises d'angoisse ou est-ce que vous avez réussi à les surmonter ? Alors en fait, je suis allé voir sur les conseils de mon médecin traitant, je suis allé voir un neurologue. Oui. À Dax. Je suis allé voir un neurologue et il m'a posé des questions sur ma petite enfance. Et en fait, en me posant des questions, je lui avais dit que à l'âge de 2 ans, j'avais fait une crise d'épilepsie comme ça, mais il s'est trouvé que j'en avais plus jamais refait. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'en avais plus jamais refait. Et puis donc, je suis allé voir ce neurologue, et en fait, il m'a dit que ces crises d'angoisse, c'était une forme d'épilepsie. Ah, d'accord. Et voilà. Il vous a donné les bons médicaments, j'imagine, pour vous traiter. Voilà, donc si vous voulez, moi je connaissais l'épilepsie classique. Oui. Mais il m'a dit non, les symptômes que vous avez sont aussi des symptômes épileptiques d'une manière différente. Oui. Mais ce sont des symptômes sous une autre forme. Voilà, sous une autre forme. Et donc, je suis en traitement depuis 1 an et demi. Oui. Bon, là, ça va. Je peux à nouveau. Je revis un peu, quoi. Je peux à nouveau prendre le train, profiter de ma famille, être invité chez quelqu'un. J'y vais sans appréhension. J'y vais sans appréhension. Bon. Mais j'ai quand même des rituels que j'ai gardés. Bien sûr. C'est-à-dire quand par exemple je m'en vais en train, j'amène toujours avec moi une poche avec une quinzaine de morceaux de sucre. Je me dis, si ça va pas, tu vas croquer un morceau de sucre et voilà. Bon, c'est bien. Et voilà, je suis arrivé à ça et je voulais dire donc à cette dame, que vous saviez d'abord de quoi elle parlait et puis que vous aussi vous aviez trouvé le moyen de vous en sortir, d'une solution à votre problème. En tout cas, bravo Pascal, parce que c'est courageux et que beaucoup d'auditeurs, comme je le disais, vous ne cessez d'appeler sur ce sujet, sont concernés par les crises d'angoisse. Merci Pascal. Ouais. Je vous remercie de votre appel et de votre intervention. Mon appel. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.
tout de suite avec nous. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Merci beaucoup de m'avoir pris. Je suis contente de vous entendre parce que tous les ans, chaque fois que Caroline de Blanche s'en va, c'est vous qui revenez. Ah c'est gentil. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Ça m'arrive un petit problème. C'est un petit problème. C'est pas tout à fait un problème, mais c'est vrai que je vous dis franchement, depuis 2000 que j'ai perdu la vue. Ah quand même, c'est quand même un souci. Non, mais enfin, je l'ai bien surmonté. De ce côté-là, ça va. J'ai écouté l'émission hier soir, tard et tout ça, et j'ai vu qu'il y a des gens qui sont un peu paniqués là-dedans, mais c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. Oui, Janine notamment. Oui, Janine, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. On se débrouille, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un peu dur, mais après, on s'y fait, quoi. Oui. Voilà. Moi, c'est pas par rapport à ça. Moi, c'est par rapport un peu à ma famille. Parce que, voilà, je fais partie d'une petite fratrie de 4 personnes, mais entre frères et sœurs, et c'est vrai que je les vois pas beaucoup. Par contre, c'est mes neveux et mes nièces, de côté de mes frères et sœurs, qui ont coupé un peu les ponts avec moi depuis que j'ai perdu la vue, quoi. Carrément. Pas tout à fait au début, mais depuis 2 ans, c'est vrai que les choses ont changé. Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est par peur? Moi, personnellement, je pense que c'est par peur, parce que au départ, ils l'ont bien accepté. Oui. Et là, le fait que j'ai une de mes petites nièces qui s'est mariée le 10 juillet, et que, ma petite nièce, malheureusement, qui a 25 ans, elle m'a parlé de son mariage, mais elle n'a pas pu m'inviter par rapport à sa maman. Par rapport à sa maman? Oui. Vous pouvez m'expliquer ça? Oui, parce que j'ai sa maman, que c'est ma propre nièce, de côté de ma sœur, qu'elle ne voulait pas que sa fille m'invite au mariage. Eh bien. Voilà. Et si vous voulez, c'est une personne, ma petite nièce, si vous voulez, depuis que j'ai perdu la vue, c'est elle qui fait mes comptes de banque, c'est elle qui vient me voir tous les mois et tout, quoi. Elle prend soin de vous? Voilà, elle est très proche de moi, mais par rapport à sa maman, elle m'a dit, écoute, je vais me marier, mais je ne pourrai pas t'inviter pour le mariage, parce que sa maman, évidemment, elle ne voulait pas. Comment vous expliquez qu'elle n'ait pas voulu? Non, elle n'a pas voulu, parce que depuis 2 ans, si vous voulez, depuis 2008, elle a coupé les ponts avec moi. Elle a téléphoné chez moi, elle m'a dit, n'appelle plus à la maison, j'ai plus envie de t'entendre, j'ai plus envie de te parler. Il s'était passé un événement particulier? C'est-à-dire que c'est au moment où son mari, qui est handicapé, comment dirais-je, il s'est fait opérer 4 fois des hernies, qui s'est fait opérer, 4 fois dans le dos et tout ça, qui a plein de plaques, hein. Et que elle disait toujours que son mari et moi, qu'on était fous, quoi. D'accord. Qu'on était malades, qu'on était fous, et moi je pense à la rigolade, quoi. Mais je pense que là-dedans, il y avait un petit peu de jalousie. Oui, peut-être. Enfin, de jalousie, je ne vois pas bien qu'est-ce qui pouvait susciter cette jalousie. Justement, parce qu'on était tous très proches, on était très, très liés les uns avec les autres. Et puis même le reste de mes neveux et mes nièces, ils ne comprenaient pas trop la situation non plus. Mais bon, c'est comme ça. Parce que le fait que j'avais téléphoné chez elle pour me donner le numéro de téléphone de son mari quand il était hospitalisé, je laissé un message, elle n'a pas répondu. Après, je l'ai appelé sur son portable, elle n'a pas répondu. Et quand elle a su que j'avais téléphoné à sa belle-sœur pour lui demander le numéro de son mari, elle était complètement en colère, voilà. Ah d'accord, bien sûr. Voilà, c'est à cause de ça. C'est souvent à cause de petites vétilles, de détails comme ça. Disons que c'est peut-être quelqu'un qui a été très frappé par la maladie de son mari et qui s'attache à des détails et malheureusement n'a pas un bon jugement. Écoutez, que faire devant... Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à faire, mais... Devant la bêtise. Voilà, tout à fait, parce qu'après, je me suis dit, attends, il y a des choses plus importantes que ça, quoi. Oui, c'est vrai. Hein? Il y a des choses plus importantes que ça, mais c'est comme ça. Mais moi, je voulais, comment dirais-je, je voulais s'il y a des auditeurs qui ont suivi un petit peu ces genres de petites choses par rapport à un petit problème majeur ou mineur, quoi. C'est la famille, ils ont coupé les ponts par rapport à ça, par des occasions comme ça. C'est vrai que...
Oui, oui. C'est vrai que c'est dommage, c'est vrai que c'est bête, mais finalement, je pense que votre sœur a des problèmes qu'elle n'a pas. C'est ma nièce. Oui, mais c'est votre sœur qui lui a demandé de ne pas vous inviter. Non, c'est ma sœur. Elle est pas là. C'est la fille de ma sœur. Ah, d'accord. Parce que la fille de ma nièce, elle a 50 ans et sa fille, c'est ma petite nièce, elle a 25. D'accord, excusez-moi. Et c'est celle qui vient de se marier, la Lodis. Oui. Voilà. Et qu'elle est enceinte d'un petit garçon et qui va accoucher vers le 15 septembre. Voilà. Oui, oui. Écoutez, que vous dire ? C'est vrai que c'est compliqué, mais moi, je sais que j'ai fait un petit travail sur moi à l'époque, quand j'ai perdu la vue. C'est vrai que, bon, ces côtés-là, ça va. Mais par rapport à ma nièce, à la maman de ma petite nièce, parce que je parle comme ça, c'est peut-être pas trop bien expliqué, mais... Oui. Je comprends pas trop bien ses attitudes, mais en même temps, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, et moi, je réfléchis énormément. Moi, je pense qu'elle a peur de beaucoup de choses. Elle a peur de mon regard vis-à-vis de sa fille et de ses deux autres filles. Et puis, vous avez dit, il y a peut-être une forme de jalousie. Peut-être qu'elle est jalouse du fait que votre petite nièce s'occupe de vous, des comptes, des choses comme ça. C'est de l'attention qu'elle vous porte. Elle pense que c'est autant d'attention qu'elle n'a pas, elle. Tout à fait. Allez savoir ce qu'elle s'est imaginé. Vous savez, il y a comme ça des personnes. Alors, c'est vrai que quand on est confronté à une situation difficile, un mari malade, handicapé, on a tendance à être un peu plus tatillon. Oui, handicapé, mais bon, handicapé, il marche, il roule en voiture, et il fait tout, quoi. La seule chose qu'il ne travaillait plus, quoi. Ouais. Mais il peut bouger, il peut sortir, il prend la voiture, il va faire des courses, mais bon, il ne peut plus travailler, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr. Mais bon, que des fois j'en parle avec lui parce qu'on se téléphone, mais c'est vrai que lui comprend non plus pas sa femme, quoi. Il me dit elle est comme ça, il faut pas chercher à comprendre. Mais moi, je voulais chercher à comprendre pourquoi elle est devenue comme ça vis-à-vis de moi. Parce que 2 ans en arrière, on a passé les Noëls ensemble, elle venait chez moi, j'allais chez eux, on faisait un tas de choses, et puis d'un coup, voilà, du jour au lendemain, madame, elle décide... Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Tout à l'heure, c'est, je crois, Clarisse qui nous disait on ne peut pas changer les autres. Donc, vous n'allez pas la changer. Elle parlait aussi de la puissance de l'acceptation. Je crois que... Non, mais c'est vrai, j'ai entendu vachement, parce qu'après, j'avais téléphoné, j'avais coupé la radio... Non, vous avez bien fait. Mais tout ça pour vous dire que finalement, effectivement, il faut prendre du recul et de la distance par rapport à ça, Marie, parce que vous ne changerez pas votre nièce, elle est comme elle est aujourd'hui. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de garder de bons contacts avec votre petite nièce, même si elle a dû obéir à sa maman. Ah, mais tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je l'ai vue le 22. Elle est venue à la maison, on a parlé, on a discuté. Mais bon, mais je parlais pas de mariage, je parlais pas de sa maman, je parle de personne, quoi. Mais je comprends. On a parlé de tout, sauf de tout ça. J'ai parlé de son bébé, bon, qu'elle va accoucher vers le 15 septembre. Et c'est vrai, je suis contente pour elle. Elle est très contente, elle m'aime bien et tout ça. Mais voilà, mais moi je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent du jour au lendemain... mais comme ça, peut-être. Voilà, changer un petit peu. Quand on est trop malheureux. Voilà, ça arrive quand on est trop malheureux et qu'on ne sait pas le dire, eh bien on témoigne d'une agressivité envers l'autre, parce que c'est la seule façon qu'on a trouvé finalement d'extérioriser son mal-être. Marie, je vous remercie en tout cas de nous avoir appelé et de nous avoir raconté votre histoire. Écoutez Caroline, merci beaucoup. Je comptais toujours écouter, ou vous, Caroline Blanche, parce que je suis une fidèle auditrice. Mais c'est très gentil. Depuis 2000, et puis voilà. Et surtout, gardez le contact avec votre petite nièce, parce que c'est le principal. Je perds pas espoir. De toute façon, j'ai le moral. Et c'est aussi le plus précieux. À très bientôt, Marie. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit.
Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 1h. La nuit est à nous, la ligne est à vous. 39 21, c'est une libre antenne. Et on parle absolument de ce qui vous fait plaisir ou pas plaisir du tout d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas toujours devant soi un chemin parsemé de roses. L'important, c'est justement de pouvoir partager ses soucis un moment avec d'autres et de confronter à la fois ses expériences, ses opinions. J'attends donc vos appels au 39 21, vos SMS 7 21 21 en commençant par le mot nuit. Et puis, si vous le voulez bien, adressez vos mails sur notre site europe1.fr. Émission, puis contactez-nous et quand vous envoyez un message à l'émission, sélectionnez Libre Antenne. Voilà. On va poursuivre cette émission avec Agathe. Bonsoir Agathe. Bonsoir Caroline, merci de prendre mon appel. Alors, ma situation, je vais la résumer, je vais essayer de faire un bref. Voilà, je suis séparée de mon mari depuis 2 ans. Oui. J'ai 2 enfants aujourd'hui qui ont 13 et 12 ans, donc qui à l'époque avaient 11 et 10. Et mon mari avait un problème d'alcool. C'était d'abord l'alcool mondain et ensuite donc c'était devenu une dépendance assez importante qui n'était pas forcément visible physiquement. C'était quelqu'un de grand qui présentait bien, donc il titubait pas, il n'était pas il restait correct, mais verbalement c'était abominable. Donc c'était des violences verbales, des dévalorisations tant par rapport à moi que par rapport à mon aîné. Et donc j'ai été contrainte de me séparer de lui pour la protection de mes enfants. Bien sûr. Donc qui grandissent. Et aujourd'hui je m'interroge parce qu'en fait pendant 2 ans je me suis battue pour essayer d'avoir la garde exclusive des enfants, en accordant quand même à mon mari un droit de visite, parce que j'estime quand même qu'il ne faut pas couper le cordon. Tout à fait, vous avez raison. Le papa. Donc ce que j'ai obtenu par une ordonnance de non-conciliation. Le divorce n'est pas prononcé pour le moment. Donc on arrive tant bien que mal, parce que c'est très conflictuel. Donc moi j'ai du mal à parler avec lui, donc c'est souvent par l'intermédiaire des enfants. Ce que je regrette d'ailleurs, parce que c'est eux qui sont un petit peu en première ligne aussi. C'est vrai. Et puis je me rends compte que ils grandissent, ils deviennent de plus en plus difficiles parce que c'est des pré-ados, donc à les éduquer tout seul, c'est pas forcément facile. Et je me demande si j'ai eu raison en fait de les couper. Enfin, c'est pas de les couper parce qu'ils ont quelques heures par semaine avec leur papa. Donc il y a des jours où ça se passe bien, il y a d'autres moments où ça se passe pas bien. Toujours avec le premier, bizarrement, alors que le deuxième a des relations plus fluides. Voilà. Donc le petit est plus en demande et l'aîné pas trop. Mais on me dit toujours, oui, il faut que les enfants, surtout à cet âge-là, aient une référence masculine et l'image du papa à cet âge-là est très importante. C'est vrai. En même temps, s'il est dans cette forme, dans cet état d'esprit, c'est aussi parce qu'il lui en veut. Alors, comment s'identifier à quelqu'un, si vous le voulez, dont on n'aime pas l'image? C'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus qu'il y a quand même des moments où ça se passe bien. Oui. Alors, quand il les a l'après-midi, il n'y a pas trop de problèmes. Quand c'est un repas le soir, généralement, j'ai noté que c'était toujours très mal et que l'aîné m'appelait pour venir le chercher. Donc, je suis un peu perdue. Alors, vous dites, quand ça se passe mal, qu'est-ce qui ne va pas bien? De quelle manière ça se passe mal? Ce qui ne va pas bien, c'est en fait des paroles désobligeantes vis-à-vis surtout de l'aîné, le rabaissant, le dévalorisant, que c'est un bon à rien, que c'est un voyou, qu'il parle mal, alors qu'il est quand même dans une crise un petit peu identitaire et puis de préadolescence. Tout à fait. Je pense qu'on serait en couple avec, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on serait confrontés au même problème. Exactement. Tous les deux. Et là, je suis confrontée toute seule, mais je me demande, est-ce que c'est pas non plus accentué par le fait qu'il y a une demande de papa,
mais que je rejette, enfin qu'il rejette en même temps parce que ce papa est pas tout le temps bien. Mais vous venez d'expliquer très clairement la situation. Ça s'appelle l'ambivalence. En même temps, il en a besoin et en même temps, il n'en veut pas. Oui, mais alors est-ce que moi j'ai droit de maintenir une procédure pour un droit de visite de quelques heures par semaine? Écoutez, c'est important pour l'instant de ne pas couper les ponts. Vous avez eu parfaitement raison de le faire. Je crois que votre fils va grandir. Il a 13 ans, votre fils aîné. Il va bientôt en avoir 14, puis 15. Si ça se passe vraiment mal avec son père et que ça devient pour lui trop éprouvant, on ne va pas non plus l'obliger à aller au-devant de quelque chose qu'il ne supporte pas. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais qui est ponctuel aussi. 15 jours après, par exemple, il va vouloir y aller. Bon, voilà. Donc, je crois qu'en fait, il faut se montrer assez souple et s'adapter. En disant, écoute, je comprends que tu n'aies pas envie d'y aller cette fois-là. Peut-être que tu en auras envie la fois prochaine. C'est important pour toi de voir ton père. Alors, maintenant, vous dites que le père tient à son égard des propos dévalorisants, qu'il rabaisse. Quand il est sous l'emprise de l'alcool, je pense. Oui. Uniquement ? Oui, je pense. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez cassant en temps normal, mais c'est accentué par l'alcool. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on constate qu'il a bu, en fait. Oui. Par ses paroles agressives et cassantes. Oui. Alors, il y a un conflit entre les deux où il y a le petit qui veut y aller, le grand qui veut peut-être pas trop aller. Et puis là, récemment, le papa a voulu les amener en vacances, 15 jours. Moi j'étais un peu la méchante qui a dit non, les enfants vous pouvez pas y aller parce que déjà le divorce n'est pas réglé, il n'y a qu'un droit de visite et puis le problème de papa n'est pas réglé. Alors je crois que ce qui serait important, Agathe, quand vous parlez du problème de papa, c'est de leur expliquer que précisément ce problème est une maladie. Parce que tout à l'heure, vous avez employé le terme de dépendance et vous l'avez fait à bon escient. La dépendance, c'est quand précisément on ne peut pas s'en sortir tout seul, sans l'aide de tierces personnes ou de médecins ou de médicaments. La dépendance, c'est une maladie. C'est une pathologie. Votre mari souffre de la maladie alcoolique. Oui. Et je crois que c'est réellement sous cet angle-là qu'il faut le présenter aux enfants, de manière précisément de ne pas exacerber la rancœur qu'ils pourraient avoir contre leur père. On n'en veut pas de la même manière à quelqu'un qui profère des paroles comme ça, méchantes, quand on sait que c'est le fait d'un homme malade, ou on ne le prend pas pour soi personnellement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, mais quand j'en parle, quand j'essaie d'en parler, le petit dit toujours, de toute façon, tu dis que du mal de papa. Et j'ai beau expliquer, non, c'est pas un jugement négatif que je porte, c'est une constatation. Mais j'ai du mal à leur expliquer parce que quelque part j'en veux aussi au papa d'en être arrivé là, d'avoir explosé une famille. Donc j'ai un peu de mal, donc je préfère pas trop en parler parce que je me dis mes mots vont dépasser ma pensée. Exact. Mais j'ai vraiment du mal. Enfin, ils se braquent et automatiquement ils veulent pas m'écouter, ils veulent pas en entendre parler. Et j'ai remarqué qu'après, moi j'en prenais plein la tête. Oui. Donc c'était un peu la vengeance sur la maman. Bien sûr, c'est-à-dire que c'était votre tour de prendre. Je crois que ça changerait si éventuellement dans vos propos vous faisiez passer un tout petit peu plus d'indulgence, de mansuétude, en disant écoutez, bien sûr, c'est vrai, votre père est comme ça. Maintenant, ayez en tête qu'il est malade. Il est malade. La boisson, au stade où il en est, c'est une maladie. Donc on n'en veut pas à quelqu'un d'avoir mal à l'estomac. Vous êtes d'accord avec moi ? De la même manière, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être dans cette maladie alcoolique. Alors, lui peut décider de s'en sortir, mais vous savez bien aussi que ce qui va avec la pathologie alcoolique, c'est le déni. Non, je ne suis pas malade. Non. Oui. Voilà. Non, je ne souffre de rien. Voilà. Et quand j'essaie de lui en parler en disant mais tu es malade, il faut te soigner. Il me dit c'est toi la malade. Oui, ça s'appelle être dans le déni. Donc vous voyez bien ce dont il s'agit. Il veut pas être reconnu comme malade. Lui, il pense qu'il boit comme ça de temps en temps. Exactement, et qu'il peut s'en sortir tout seul. Oui. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on est confronté vraiment à un gros problème parce que je pense qu'il souffre de ne pas pouvoir voir les enfants comme il le voudrait un week-end, qu'ils puissent dormir au moins chez lui un soir.
Et je suis la personne qui empêche ça, que ce soit de son côté, mais du côté aussi des enfants aujourd'hui. Non, mais attention, vous pouvez très bien dire à votre mari, voilà, je te demande une chose, va voir un médecin, entreprends les premières démarches, et je te promets, dès que ça va mieux, bien sûr, tu pourras voir tes enfants autant que tu le veux. Ouais, mais c'est vrai qu'il le prend pas comme ça. Mais il faut l'amener à le prendre comme ça. Ouais. Parce que sinon, vous allez avoir vous allez avoir de plus en plus de conflits, à la fois entre vos fils et leur père, et puis vos fils et vous. Un jour, vos fils vont vous dire, mais enfin, tu n'as rien fait. Mais on en est là aujourd'hui. Voilà. En fait. Alors, il faut montrer que justement, vous êtes peut-être partie prenante dans cette situation en disant, je demande à votre père de se soigner. C'est important peut-être que vous le fassiez aussi en lui disant, si tu ne bois pas, si tu ne bois plus, on pourra se voir plus. Voilà, c'est à eux aussi de mettre le marché en main, d'une certaine manière, en lui disant, tu es malade et nous on aimerait que tu sois en forme lorsqu'on vient te voir. On n'aurait pas les mêmes rapports, on pourrait faire d'autres choses. Oui. Alors c'est pas facile tout ça. Non, c'est tabou pour eux en plus, ils veulent pas l'admettre en fait. C'est assez tabou quand même. Alors je pense que, il y a 2 ans c'était une évidence pour eux, plus le temps passe, plus il y a Ils en ont honte. Ils ont honte. Mais on n'a pas honte. Il faut pas avoir honte de la maladie. La maladie, il faut leur expliquer clairement qu'une fois qu'on y est, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Et que le premier symptôme, si on peut dire, c'est vraiment le déni. Alors, il faut passer par là. Et puis, c'est peut-être aux proches, c'est peut-être de temps en temps, hélas, aux enfants, parce que vous l'avez dit, ils sont en première ligne. Ça va les faire grandir un peu plus vite que prévu. De dire à leur père, écoute, c'est important que tu te soignes. Pour toi, pour nous. Et pour la vie qu'on peut avoir ensemble, pour les jours qu'on doit passer ensemble. Et vous pensez qu'ils peuvent quand même se construire avec des rapports quand même assez difficiles avec le papa, voire violents quand même, parce qu'on parle beaucoup de violence verbale en ce moment, un petit peu déguisée, on va dire. Donc, est-ce que malgré tout, on peut empêcher certaines séquelles psychologiques chez eux? Écoutez, c'est vrai que vos enfants sont confrontés assez jeunes à des difficultés, comme vous le dites, à une certaine violence. Il faut les préparer à ça. Et les préparer de la manière suivante, en leur expliquant que ça n'est pas une violence véritable. C'est celle qui est suscitée par la boisson et donc suscitée par la maladie. J'insiste vraiment là-dessus parce que je vous assure que ça permet de changer de point de vue. Si par exemple quelqu'un a des crises, d'épilepsie et a des crises de violence, on ne va pas lui en vouloir de la même manière. L'épilepsie, c'est une maladie. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors l'alcoolisme, j'entends déjà votre réponse. Oui, mais il a commencé par boire. Ok. Mais maintenant il y est. Oui. Voilà. Maintenant il y est, on y est. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il est malade. Oui. Pointe à la ligne. Et je crois d'ailleurs que c'est la meilleure façon, même pour la suite de la procédure, de le présenter au juge en disant c'est une maladie et cette maladie l'amène à avoir des propos violents envers les enfants qui parfois les détruisent, les rendent, ils sont vulnérables, ils sont à un âge compliqué et ça leur fait du mal. Donc, quelle est la juste solution à adopter? Vous comprenez, les juges ont aussi l'habitude de ce genre de situation. Ils savent, en principe, ils savent gérer. Mais il faut l'expliquer clairement, à condition de l'expliquer clairement, en disant... Le problème, c'est que le juge n'a pas eu tellement à trancher au niveau de la non-conciliation, parce que le papa, lui, j'avais demandé un droit de visite, le papa a dit OK. Il s'est pas battu pour avoir autre chose, donc en fait, mais... C'est déjà pas si mal. Oui. C'est déjà pas si mal et je pense que pour la procédure qui sera confirmée par la suite, la demande vis-à-vis des enfants reste la même, elle est maintenue. Le problème, c'est que quand même quand j'ai refusé quand même ces vacances, j'ai culpabilisé. Non, vous avez bien fait, vous les avez protégés. Vous les avez protégés. Qu'est-ce qui se serait passé pendant 15 jours? Leur père n'aurait pas arrêté de boire pour autant. Donc ils auraient été sans défense pendant 15 jours et sans votre protection. Donc vous avez bien fait, bien sûr. Alors,
C'est vrai qu'il y a un moment, je reçois des SMS là-dessus, pour avoir grandi avec une maman alcoolique, je comprends ce que ressent cette mère, et pour les enfants, la maladie alcoolique est difficile à accepter en tant que telle, parce qu'ils ont honte de l'état dans lequel cette maladie peut mettre leur père. Tout simplement, c'est-à-dire que il y a un changement de comportement, changement de la verbalisation, tout ça, c'est compliqué quand on est un enfant. C'est pas facile à accepter, et puis on sait d'où ça vient. Donc évidemment. Alors passer ce premier cap de la honte en disant bon, il faut pas avoir honte parce que il peut pas s'en sortir tout seul et il est réellement malade. Je crois que c'est important pour vos enfants de l'entendre, et puis ça les amènera eux-mêmes à se protéger. Mais ils comptent sur vous, vos enfants. C'est-à-dire que je pense qu'ils vous savent gré de la décision. Vous n'êtes pas passé pour la méchante. Et ils ont été obligés de transmettre éventuellement les désidératas de leur père. Mais au fond, je crois que ça ne doit pas tellement les ennuyer de ne pas être parti avec lui. J'ai du mal à voir ce recul, parce que comme tous les gamins, ils jouent sur les deux tableaux. Donc, évidemment, ce sont des enfants. Je suis la maman qui était tampon à l'époque, qui les protégeait du papa, où j'avais pas trop d'autorité. Aujourd'hui, je me retrouve plus trop câline, qui fait un peu le gendarme, faites pas ci, faites pas ça, travaillez pas. On sent bien que la relation s'est déplacée, a changé. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a une relation à trois à retrouver, un équilibre plutôt à trois qu'on doit retrouver, qui est pas facile aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des soirs où je me dis, mon Dieu, est-ce que j'ai eu le droit de les couper si radicalement du papa. Vous les avez protégés, Agathe. Vous les avez protégés, c'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même, les propos étaient violents. Ce sont des propos qui sont très destructeurs sur les enfants à cette époque-là de leur vie. Donc effectivement, d'ailleurs votre fils aîné, un coup il veut y aller, un coup il ne veut pas y aller. Lui-même cherche une solution à cette situation. À la fois il est en demande, à la fois il est dans le rejet. Bon, il faut s'adapter. Mais je crois que la première des choses, c'est d'essayer de parler au père, même s'il est dans le déni, lui faire entendre, ne pas hésiter de lui répéter, en lui disant qu'il y a des organismes qui existent, qu'il y a aussi des médecins, et que tant qu'il n'en prend pas conscience, vous ne pouvez pas l'aider, et les enfants, il va les voir moins. En même temps, vous me dites qu'il ne se bat pas non plus pour les avoir tant que ça. Non. Et puis avant cette décision, j'ai quand même pris le problème à bras-le-corps seul. Je suis allée voir des alcoologues, des alcooliques anonymes, des Al-Anon, sans en parler à mon mari, pour essayer de l'aider. Et puis, donc j'ai quand même fait cette démarche, et puis après lui dire, moi je suis prête à t'accompagner, à t'aider, on est là pour ça. Mais on est allé trop loin, on se parle plus, quoi. C'est très conflictuel. Donc moi-même, je pourrais pas lui dire ça aujourd'hui. On est allé trop loin dans cette séparation, malheureusement. Aujourd'hui. Je crois qu'il faut que ça s'apaise. Peut-être que le fait de lui... Je comprends que vous soyez en conflit, je comprends que vous lui en vouliez d'avoir éclaté cette famille, de vous retrouver dans une situation difficile avec 2 enfants à élever, 2 fils, en plus 2 garçons qui sont à la fois adolescents, préadolescents. Ça n'est pas simple, bien sûr, je comprends. En même temps, si vous voulez qu'il y ait une aide de sa part, et il peut vous l'apporter, je ne vous cache pas que c'est important d'essayer de renouer un tout petit peu le dialogue, ne serait-ce que pour les enfants. C'est-à-dire, vous limitez au sujet des enfants, et uniquement des enfants. Voilà. En disant, je ne t'appelle absolument pas pour te parler d'autre chose. Nous sommes en conflit, tu le sais. Je t'appelle parce que pour nos enfants, c'est important que je le fasse. Et voilà, j'ai besoin de te donner mon sentiment parce que c'est difficile. Et puis, j'ai besoin de ton aide. Ces enfants, on les a fait tous les deux. J'ai besoin que tu m'aides à les élever. Oui, mais j'ai essayé, mais dès que j'ai un petit souci et que je le sollicite, c'est toujours de ma faute, quoi. Ils travaillent mal à l'école, c'est que je suis pas assez derrière eux. Ils sont fatigués, c'est normal, je les couche trop tard. Eh bien, vous faites ce que vous pouvez. Mal élevés. Non, vous faites ce que vous pouvez, toute seule, aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, j'ai tout de suite, à peine j'ai posé ma question, c'est hop, tout de suite, on me renvoie. Ben oui, c'est de ta faute de toute façon. Alors moi, je peux pas entendre ça. Je me protège aussi, donc la discussion coupe court. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je peux pas avoir cette aide-là. Oui.
Je crois que ou alors je me mets vraiment en position, en première ligne, et le travail que je suis en train de faire aujourd'hui pour essayer de me protéger, me reconstruire, est mis un petit peu en danger. Non, pas du tout. Je crois que c'est votre... Hélas, c'est quelquefois difficile, mais vous êtes la mère de ces enfants, et finalement, c'est à vous de vous mettre en première ligne. D'accord. Je vais essayer. Moi, je ferai n'importe quoi pour que pour eux, ils puissent trouver un équilibre. Et puis, une fois que vous avez essayé, si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, laissez un peu de temps passer. Et puis, peut-être espacer les visites. De toute façon, les enfants vont le faire d'eux-mêmes. Alors, il ne s'agit pas de couper les ponts, mais rester souple. Ne pas vouloir à tout prix appliquer, ils veulent pas y aller, vous savez pas comment ça s'est passé la dernière fois, ou ça s'est passé de façon plutôt houleuse. Les laisser un tout petit peu, leur laisser un tout petit peu de latitude. Pas entièrement décider, mais les écouter. D'accord. Et donc maintenir quand même cette... tant que vous le pouvez, tant que c'est possible. Jusqu'à ce qu'ils... J'estime qu'ils sont en danger, quoi. Voilà, en danger, c'est-à-dire en tout cas, c'est avant d'en venir au danger, c'est surtout voir s'ils sont malheureux. Je les sens un peu malheureux là. Bon, peut-être avoir une conversation avec eux en disant est-ce que ça vous soulagerait pendant quelque temps qu'on espace ces visites. Pour l'instant, c'est une fois par semaine. Est-ce que ça serait mieux une fois tous les 15 jours? Est-ce que c'est ce que vous auriez envie, ou est-ce qu'au contraire vous préférez que ce soit une fois par semaine? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin d'avoir votre idée là-dessus, par exemple, et puis voir ce qu'ils vous disent. Sans accabler le père en disant voilà, votre père est malade, donc je comprends que ce soit pour vous difficile à supporter. Donc qu'est-ce qui vous soulage le plus? D'accord. Et puis, en fonction de leurs réponses, réfléchir. Et surtout ne pas hésiter à rappeler. Mais ce que les enfants vous disent, c'est important, parce qu'effectivement, ils en ont honte. Donc essayez de les déculpabiliser aussi, parce qu'il y a un fond de culpabilité. On est là et pourtant papa boit. Il y a ça derrière. On n'arrive pas à l'empêcher. Oui. D'accord. Bon, écoutez, mais vous me confirmez que pour le moment, j'ai bien fait pour les protéger, de maintenir... Tout à fait, leur père est dans la... me retourner dessus plus tard en disant tu nous as empêchés de voir papa. Non, pas du tout. Il aurait tenu des propos violents. 15 jours entièrement livrés sans défense. J'ai préféré ne pas le faire parce que je voulais pas courir le moindre risque vous concernant. Vous êtes la prunelle de mes yeux. J'ai pas envie de vous retrouver meurtri après 15 jours de vacances, et j'ai trouvé que votre père n'était pas en état de vous prendre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. D'accord, ok. Bon courage, Agathe. La route est difficile. Oui, merci beaucoup de ces conseils. Et puis, je vais essayer de reprendre contact alors, pour apaiser les choses. Merci beaucoup. Je pensais à une auditrice tout à l'heure qui disait qu'il faut savoir parfois lâcher. Et de temps en temps, j'ai envie de lâcher. Oui, mais voilà. Okay, je vous comprends. Bien. Au revoir, Agathe. Merci bien, bonne soirée, au revoir. Queen, Show Must Go On. Kaliani tout de suite. Bonsoir Kaliani. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Par où commencer? Le début? Qu'est-ce que c'est le début? C'est le début, comment dire, c'est pas simple, c'est juste que... Alors on va faire simple, c'est que j'ai été obèse morbide pendant un paquet d'années. Je dirais pas loin de 10 ans. Oui. Et on va dire que cette situation, elle me convenait plus ou moins. J'avais l'impression qu'elle me convenait, par moments un peu moins, enfin voilà. Et un jour, médicalement, on s'est rendu à un point aussi où c'était plus possible. Donc il a bien fallu se lancer dans une démarche. J'ai commencé par voulu faire un régime du coup très restrictif, ce que j'ai fait, et on va dire que progressivement je suis tombée dans une forme de... Moi j'aurais pas qualifié ça d'anorexie, les médecins disaient que oui, mais moi non. Et voilà, ça veut dire que cette situation, elle me convenait plus ou moins, et pendant un an j'ai un peu vécu une forme de lune, pas de lune de miel, mais c'était facile quoi.
c'était super facile de les perdre. C'est 90 kilos, c'était... 90 kilos. Ouais, c'était super simple en fait. Ça paraît dingue vu de l'extérieur, mais quand on est dedans et que la démarche elle est partie et quand on est dans un poids qui est extrême à la base, 90 kilos c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout, c'est pas tout à fait rien du tout. Mais bon. Non, mais enfin, c'est-à-dire que c'est pas la grosse difficulté pour moi. En fait, les pertes, ça n'a pas été forcément quelque chose de difficile. C'est l'après qui est devenu beaucoup plus difficile. Parce que il y a quelques mois, j'ai à peu près atteint un poids dit raisonnable, dit classique quoi. Et puis c'est à ce moment-là que les problèmes ont vraiment commencé quoi. Parce qu'en fait, du coup, j'avais tellement été dure avec mon corps pendant tout ce temps-là, même si je me rendais pas compte que j'étais dure. Eh bien, mon corps il s'est plus ou moins rattrapé en fait. Et depuis, oui, je qualifierais ça. Je dirais que je suis boulimique anorexique dans le sens où je passe sur des phases de boulimie où je vais manger non-stop pendant des heures, des jours. Et après des phases où je vais pas manger pendant pendant une semaine, voire plus, parce que pour rattraper tout ce que j'ai fait avant quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites surtout? C'est-à-dire que c'est même pas ce que je fais moi en fait, c'est que j'ai l'impression que là du coup c'est un peu mon corps qui a vraiment pris le dessus et que je gère plus grand chose quoi. Non, vous et votre corps vous ne faites qu'un, vous le savez. Non mais bien sûr. Il n'y a pas deux personnes séparées de chaque côté. Non, vous ne faites qu'un. J'imagine, Kaliani, que vous êtes suivie. Bien sûr. Bien sûr, je suis suivie, plus ou moins suivie par, que ça soit médecin généraliste, diététicien et autres. Et autres, c'est quoi? Et autres, je fais de l'hypnose aussi pour comprendre les raisons qui ont pu mener à cette obésité morbide et puis sortir de ce schéma-là en fait. Bah oui. C'est vrai que je dirais que ça m'aide plus ou moins dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie compréhension de ce que c'est ce trouble quoi en fait Non, c'est pas qu'il n'y a pas de vraie compréhension. Il y a une compréhension, mais il y a surtout une grande impuissance, parce que c'est vous qui décidez. Là, j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide. C'est ça la situation. C'est que c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que tant que j'ai été dans une démarche de perdre du poids, oui, j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui décidais et que j'avançais dans cette démarche-là et que j'étais j'avais un combat à mener. Et même si il paraissait dingue et même s'il paraissait énorme, il y avait un combat à mener. C'est le jour où il y avait plus de combat à mener et qu'il fallait être dans une démarche de stabiliser que là du coup avoir une vie normale à côté, c'est là que le problème c'est vraiment mené quoi. Ouais, c'est-à-dire que tant que vous étiez dans cette démarche, comme vous le dites, il y avait un combat à mener et puis d'un seul coup, au fond, vous vous retrouvez face au vide. Voilà. Et le vide, vous le comblez comment? Bonne question. Direction la nourriture. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense par l'hypnose avoir compris un minimum de choses que voilà, la bouffe, c'est si elle était là et qu'elle avait comblé toute une partie de ma vie et que toute ma vie avait tourné autour de ça, c'était pas anodin, c'était pas pour rien. Non, là vous parlez de vide, c'est un vide intérieur que vous ressentez. Maintenant, ce vide, comment le combler? L'idée, c'est autrement que par la nourriture. Alors, qu'est-ce que vous faites, Kaliani? Je fais plein de choses, je fais énormément de choses. J'ai pourtant une vie qui de l'extérieur est juste super, quoi. C'est-à-dire? J'ai un métier qui me passionne. J'ai des amis qui sont juste exceptionnels. Je vis pour mon plaisir. Je fais des voyages. J'ai la chance, de pouvoir faire vraiment ce qui me fait envie. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille avec des personnes handicapées. Ouais. Donc je m'occupe d'eux, donc voilà, c'est une vraie passion pour moi, quoi. Mais c'est vrai que franchement, vu de l'extérieur, ma vie, elle est j'ai
j'ai pas de choses, enfin voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai rien qui, j'ai pas vraiment de contraintes en fait. Je gagne bien ma vie, enfin j'ai une vie. Les contraintes, vous les mettez toutes seules quand vous arrêtez de manger. Bien sûr. Mais c'est que j'ai pas le choix dans le sens où je me suis tellement battue pour obtenir quelque chose, pour obtenir une forme de norme, pour obtenir un poids dit classique, qu'aujourd'hui pour y rester, faut que je me restreigne, parce que le problème c'est que j'ai tellement fait souffrir mon corps pour l'atteindre que si je remange un peu, c'est mort. Non, c'est pas mort, comme vous dites. C'est pas mort. Alors, vous dites que vous avez atteint une forme de norme. Est-ce que vous vous plaisez ? Bonne question. Je dirais... Je sais pas. Je dirais pas oui, non, pas loin de là. Qu'est-ce qui vous déplaît ? J'étais persuadée qu'en atteignant un poids normal, j'arriverais à me trouver jolie, attirante, comme toutes les nanas en général, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça a été d'objectif en objectif, en me disant tout le temps, bon, allez, 10 kilos de moins, dans 10 kilos, ça sera nickel, dans 10 kilos encore, ça sera nickel, et puis, au final, je l'ai jamais atteint, ce côté où je me trouve nickel, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand même pour vous récompenser quand vous perdiez 10 kilos ? 10 kilos par 10 kilos ? C'est-à-dire que tant que j'ai pas atteint un poids, ou vraiment dans les critères de l'IMC, tant que j'ai pas atteint un poids qui revenait dans la norme, je me suis autorisée aucun plaisir, quoi. Aucun, quoi. Enfin, c'était très peu d'alimentation, sport à haute dose, et voilà, quoi. Vous faites du sport ? Énormément. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Vraiment de tout, je sais pas, je fais du vélo, je cours, je fais de la piscine. Ouais, vous êtes vraiment dans une recherche de, j'ai envie de dire, non pas de perfection physique, mais il s'agit bien de votre physique. Vous avez l'impression que ça passe par là. C'est aussi l'envie d'être regardé pour autre chose que parce qu'on est énorme, que quand on a passé 5 ans, 6 ans, 7 ans de sa vie à être dans des poids extrêmes. Oui. Vous en avez souffert de ce regard? Oui, je dirais oui. Mais je me suis forgé une carapace, je me suis construit avec ça. Donc j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique. Ça m'a jamais empêché de vivre, d'avancer. Enfin, ça m'a jamais empêché de rien. Limite, c'était parfois peut-être plus simple avant. Enfin, c'est ce que je dis aujourd'hui, quoi. C'est que c'était plus simple avant parce qu'avant, voilà, j'avais cette image-là, ce personnage-là, avec ce poids-là. Et que aujourd'hui, d'être arrivé dans une normalité, en fait, qui je suis vraiment, quoi. Oui, vous ne vous reconnaissez plus? Pas vraiment, non. Je me suis tellement construit là-dedans que niveau, je sais plus vraiment qui je suis, quoi, dans tout ça, quoi. Alors, Iris demande, et votre vie sentimentale? Oula, vaste sujet. Eh oui. C'est compliqué, il y a des hauts et des bas. Voilà, j'ai des relations, mais c'est vrai qu'en ce moment célibataire, mais c'est pas. J'ai du mal à croire à l'amour vraiment, en fait, aussi, donc ça fait partie de tout ça, quoi. Pourquoi vous avez du mal à croire à l'amour? Parce que je pense qu'on m'a jamais prouvé que je pouvais y croire. Bon, en même temps, peut-être que le fait d'avoir pris tous ces kilos, c'était une façon de vous protéger. Ah oui, je pense complètement, ouais. C'est arrivé à un moment où, voilà, c'est clair que ça m'a protégée, C'était une façon de vous rendre inaccessible, comme ça on ne vous atteignait pas, et puis comme ça il n'y avait pas de souffrance éventuelle. Ouais, je pense. Ouais. Et aujourd'hui vous êtes célibataire, dites-moi, tout à l'heure on parlait de vide, vous ne croyez pas qu'il y aurait éventuellement une relation entre les deux, et que bien sûr. La nourriture ne remplace pas un fiancé? Ça bien sûr, mais ça j'en suis complètement consciente. C'est un plaisir mais pas le même. Oui, non, du tout. Mais
j'ai l'impression aussi que, en fait, dès que... je dirais que oui, mais ça a toujours été ça. Dès que j'attends à peu près un truc, où ça irait, Ça irait. Pourquoi au conditionnel? Je sais pas. Je détruis. Enfin, c'est pas que je détruis tout, mais Vous vous débrouillez pour que de nouveau ça ne soit plus possible. Ouais, voilà. Enfin, il y a un peu de ça. Quoi. Ouais. Moi, je crois que vous avez peur d'aimer parce que vous avez peur de souffrir et que du coup vous vous mettez en situation d'évitement d'une certaine manière. Comme ça, vous d'abord, en plus, vous êtes occupé autre chose. Hein. C'est le corps, comme vous dites, c'est mon corps qui commande. Oui, vous le laissez vous servir de rempart de protection. Alors, vous voudriez, comme vous dites, rentrer dans la norme, mais cette norme, ça voudrait dire aussi pouvoir être amoureuse, donc pouvoir être dépendante du regard d'un garçon, pouvoir être amenée à souffrir. Et vous vous protégez de ça. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu auparavant? Ça, ce serait trop long peut-être d'en parler ici. Puis j'imagine que vous êtes bien secondé dans cette grande aventure. On va pas le faire là maintenant. Mais c'est peut-être par là qu'il faudrait un petit peu chercher. Parce que vous savez, bien sûr, aimer, ça fait souffrir, mais ça procure aussi beaucoup de joie. L'amour, c'est fait de risques. Hein. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'amour. Ah non, mais bien sûr, ça je le sais. Puis dans toutes mes relations, dans toute ma relation, c'est... Enfin, j'y crois, mais en fait, j'attends aussi beaucoup de l'autre, quoi. J'ai tellement pas confiance dans tout ce que je suis, dans la valeur que je peux avoir, que j'attends énormément de l'autre, quoi. Attendez, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai un métier que j'adore, je fais des voyages, j'ai des amis exceptionnels. Vous croyez que vous auriez tout ça si vous n'aviez pas des réelles compétences? Quand je parle de compétences, bien sûr, je ne parle pas de compétences professionnelles, vous l'avez compris. Oui, hein. Si vous n'aviez pas de la valeur, comme tout un chacun, mais une vraie valeur, tout ça ne vous arriverait pas. Ah bah non, mais ça, je veux bien le croire, quoi. Mais, l'entendre. Je veux bien l'entendre, oui, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation, elle est telle que, en fait, mon rapport à la bouffe, il me pourrit mon quotidien, en fait, parce que... Enfin, c'est vraiment, c'est de l'obsession du 24/24 et que... c'est pour empêcher une autre forme d'obsession. Quand on est amoureux, on est obsédé, par exemple. Hein. C'est un peu ça la définition de l'état amoureux. C'est l'envahissement de la pensée par l'autre. On a l'autre et puis il vous envahit complètement et puis finalement il pourrait vous faire souffrir, il pourrait vous faire du mal et puis patatras. Donc comme ça, je mange, pas d'amour et il m'arrive rien. Oui, peut-être. Mais il y a du vide derrière tout ça. Peut-être, mais je sais pas. Je sais pas, moi j'aimerais bien trouver une... Parce que, j'y crois, moi j'attends que ça, que de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, on y vient. Mais, j'ai une vie suffisamment... très remplie, justement. Très remplie. Oui. Ouais, très très remplie. J'aimerais vous entendre me dire, par moments, je fais rien du tout. Mais si, bien sûr qu'il y a des moments où je fais rien du tout. Enfin, c'est rare. C'est rare, oui. C'est rare, mais il y a des moments où je fais rien du tout, oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais pourquoi c'est rare? Parce que Vous êtes jeune, quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Bon, quelquefois, à 26 ans, on traîne, on fait rien. On traîne. Oui, alors, non, c'est que Non, je sors énormément. Je fais plein de choses, je fais plein de sport. Le boulot, les amis, c'est ça que je fais. C'est rempli tout ça, justement. C'est très rempli. Ouais, mais c'est ma vie, ça fait partie de... Je crois qu'il y a une grande peur du vide. C'est de ça que je veux parler depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que accepter de ne rien faire, c'est accepter de faire face à un certain moment, à des moments comme ça, où on ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? On prend un livre et peut-être qu'on perd du temps. En réalité, on n'en perd pas. Parce que le temps, on ne perd pas, on ne gagne pas de temps. Le temps passe, c'est tout. Vous êtes bien d'accord avec moi. Lâcher, ne pas vouloir remplir à tout prix. Ce que vous faites, c'est vouloir remplir de tous les côtés. Oui, ça je pense, oui. Alors, qu'est-ce que vous remplissez comme ça et par peur de quoi? C'est la question. Je remplis ma vie, oui, d'autres... Je sais pas, j'essaie de lui donner un sens, quoi. Oui, vous remplissez votre vie et puis de temps en temps, vous vous remplissez vous. Oui. Eh oui. Ah bah oui, non, c'est... Et là, ça n'a pas de sens. Ça a du sens,
Non, j'ai l'impression qu'il y a peut-être du fait que oui, toute ma vie s'est construite autour de la bouffe, que ça soit dans des phases où je mangeais plus, je mangeais pas, je mangeais plus, je mangeais pas, qu'en fait, du coup, ma vie a tellement toujours tourné autour de ça que si j'ai pas ce rapport un peu bizarre à la bouffe, qu'est-ce que j'en fais de ma vie, quoi? C'est ça, quoi. C'est ma vie, elle a toujours tourné autour de ça, quoi. Ouais, c'est-à-dire que la bouffe est très présente, comme vous dites, soit par son absence, oui, dans la restriction, soit au contraire, elle est omniprésente et elle vous envahit complètement. Mais vous êtes lié à ça, ouais. Donc ça a toujours été ça. Hein. Ça a toujours été ça. En attendant, vous êtes quand même capable de vous restreindre, de perdre du poids et d'essayer d'avoir une image qui vous plaise à peu près. Mais cette image ne vous plaît pas. Donc, mon Dieu, de quoi est-il question ? À quoi voudriez-vous ressembler ? Ouais, si seulement je savais. Voilà. Si seulement je savais. Je sais pas, moi. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'aimerais. Je le vois bien avec les crises de boulimie, tout ça, que malgré tout, je reprends un peu de poids et que je m'éloigne encore plus de ce que je désire, quoi, au final. Mais voilà, vous vous éloignez encore plus de ce que vous désirez. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, ce que je souhaite le plus au monde, c'est avoir une relation. Alors, je crois que finalement, il faudrait réussir à lier un tout petit peu les deux et réfléchir à tout ça. En tout cas, Kalyani, c'est vraiment un témoignage à la fois bouleversant et intéressant que vous nous avez livré là. Vous avez du courage. Et je vous remercie en tout cas de votre confiance et de vous être livré comme ça, parce que les réactions de nos auditeurs ont été nombreuses. Je vous dis bonsoir. Merci. Et puis à très bientôt. Au revoir. Pierre Souchon, c'est la fin de notre émission. Très belle nuit sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 1h.